Nicolas, vous avez démarré votre carrière chez France Télécom et Transpac. Ouais. Bon, Transpac, ça fait un peu old school quand même. C'est pour ça que je suis probablement le plus vieux, moi, du coup. Non, c'est moi. Ensuite, vous avez dirigé le département télécom de grands utilisateurs avant d'accompagner le développement de LDCom et de Tenovis. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. Vous avez ensuite occupé les fonctions de directeur général de T-Systems Télécom en France. Et vous avez enfin rejoint AT&T en 2010 en tant que président France et vice-président Southern Europe, Middle East and Africa. Voilà. C'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment on réinvente le métier du CTO. Ça tombe bien, il y en a plein devant vous. Oui, ce que tu as juste oublié de dire, c'est ce que je fais maintenant. Ah, dites-moi. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de pas. Alors, mais HEC. Oui, HEC Paris, c'est pas ça qui est écrit. Mais voilà. Donc voilà, je continue là du coup. Oui, là on peut dire c'est parti. C'est parti, d'accord. Ok. Bon bonsoir à tous. Enfin, j'aurais bien aimé dire bonsoir à toutes et tous. Je vais le dire quand même, mais je vois que la parité, c'est pas encore ça. Hein. Dans le domaine des CTO, c'est un truc qui reste majoritairement un truc de gars. Même si de temps en temps on voit poindre et mesdames, faut venir quoi. Appeler des amis, c'est une profession, c'est une belle profession, et je vais en parler, c'est une profession qui reste, à mon sens, peut-être un petit peu trop masculine. Alors, oui, comme le disait Philippe, donc HEC, j'ai décidé de quitter ATT et de changer complètement de carrière. J'ai laissé tomber les technologies et je me suis tourné vers l'enseignement. Donc je suis professeur à HEC et je suis directeur exécutif des programmes sur mesure à HEC. Les programmes sur mesure, ce sont les programmes qui n'existent pas et que l'on construit à la demande pour des entreprises. Mais je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Ce qui change des dernières années, les dernières années où je suis venu ici, j'avais aussi quelques arrière-pensées commerciales. Là, ce n'est pas le cas, je suis venu vous parler de vous et du futur de votre métier. Mais je voudrais commencer par 3 points de satisfaction. Le premier, je suis heureux de pouvoir prendre la parole parce qu'à un moment, j'ai cru que nos amis de AWS allaient m'imposer ce qu'Amazon impose aux libraires, c'est-à-dire de me laisser la portion congrue sur l'estrade. Mais heureusement, je vais quand même avoir mes 20 minutes. Deuxièmement, j'ai cru que Alan, qui a fait un speech brillantissime, allait complètement me ruiner ma présentation puisque je vais vous parler de votre futur. Et je me suis dit, ça y est, il va leur annoncer leur futur, c'était moi qui l'avais préparé. Donc heureusement, il n'est pas allé jusque-là et je vais pouvoir vous en parler. Troisième point qui me rend extrêmement heureux, vous ne savez pas ce que c'est d'être un speaker et de préparer. Moi, j'avais l'impression que pour prendre la parole devant vous, j'envoyais un vague PowerPoint et que ça allait se passer comme ça. Mais non, il y a toute une équipe, il y a toute une organisation, il y a Sylvie, il y a Marine, il y a Philippe, donc je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils font un boulot extraordinaire en préparation derrière. Voilà. Alors, je vais essayer de vous projeter un petit peu dans le futur. D'abord, ce que je vais vous livrer, ce n'est pas la vérité. Okay, c'est ma vision et c'est peut-être un engagement pour vous. On pourra en discuter, je vais être avec vous au cocktail si vous ne me jetez pas des pierres. Et puis, je vais rester avec vous pour le dîner si vous voulez qu'on continue d'échanger sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Première question, je vais vous projeter dans le futur. En 2030, qui parmi vous, on se projette en 2030, dans 12 ans, dans l'intimité de vous-même, votre authenticité, qui parmi vous a l'assurance à 100% que dans 2030, il aura un job de CTO à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle il est ou dans une autre entreprise. Donc il y a un peu de questionnement quand même autour du futur. On a un peu de questionnement dans l'assistance autour du futur. Alors on va en parler justement de ce questionnement. Notre monde, vous avez déjà entendu cet acronyme VUCA. Volatile, uncertain, complex and ambiguous. Je vais passer rapidement dessus. Le monde dans lequel on vit est volatile. La volatilité, ça se traduit, là vous avez le dernier Gloops du Nasdaq. Vous savez, en l'espace d'une journée, le Nasdaq a perdu 12-13%, quelque chose comme ça, puis est remonté derrière. Personne n'a vraiment compris ce qui s'était passé. Et vous avez, je vous ai mis quand même HEC, je vous ai mis la formule de calcul de la volatilité d'une action. Donc on est dans un monde qui est extrêmement volatile. Ça se traduit aussi par les jeunes qui arrivent. Ces jeunes, ils sont super, ils sont hyper connectés, ils sont hyper collaboratifs, ils ont envie de collaborer sur plein de choses, ils sont très ouverts sur le monde, ils ont envie de contribuer, pas toujours sur les sujets sur lesquels ils sont censés travailler. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui est fait par le voisin, le jeune qui arrive, il a parfois envie d'aller travailler là. Ils sont aussi évaluatifs, ça c'est un truc pour les managers, moi j'en ai eu, c'est compliqué, hein, parce que l'évaluation, ce n'est pas uniquement vers eux.
c'est qu'ils ont envie de nous évaluer, nous, les managers aussi. Donc ça marche un petit peu dans les deux sens. Donc c'est un petit peu quelque chose de nouveau. Je rencontrais une grande compagnie de consulting il y a très peu de temps, dans le domaine des technologies de l'information. Et le VP que j'ai rencontré m'a dit « Moi, je ne comprends plus rien. On a fait rentrer 3 jeunes brillants sortis d'école. Ils sont rentrés, au bout de 3 jours, ils sont partis. » Et bah oui, ils n'ont pas peur, hein. Ça ne leur plaît pas, le modèle de PC ne leur plaît pas, etc. Ils changent de crèmerie immédiatement. Donc il y a de la volatilité de ce côté-là. Même dans le métier au départ, vous vous souvenez, la mode, on avait des cycles qui étaient des cycles de 15 ou 20 ans dans la mode. Bah, aujourd'hui, les cycles avec des acteurs tels que celui-là, le cycle de la mode, c'est quoi? 1 mois et demi. Donc la volatilité est là aussi. L'incertitude. Alors qu'est-ce que c'est que l'incertitude? Je vous rappelle la définition. L'incertitude, c'est ce qui est un surensemble du risque. Le risque, vous le contrôlez, vous êtes capable de le mesurer. L'incertitude, c'est tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, les CEO sont obligés de piloter une activité dans ce monde de l'incertitude qui est peu connu. L'incertitude se traduit par des évolutions du PIB de la zone euro. L'incertitude se traduit... bah oui, lui, on est dedans. Hein. Mais il suffit qu'il éternue. Et vous verrez l'impact du fait de la globalisation, vous verrez l'impact sur nos économies. Autre effet d'incertitude qui est tout récent, l'Arabie saoudite. Il est en train de se passer quelque chose en Arabie saoudite qui mérite qu'on s'interroge sur comment ça va se dérouler. Je pense que c'est bon, ce qui se passe, avec une plus grande ouverture, avec plus de liberté accordée aux femmes. Maintenant, quel va être l'impact sur la région? Quelle peut être la réaction? Il y a de l'incertitude dans le monde et elle est très, très présente. Le monde est de plus en plus complexe. Alors, pour les plus anciens, moi j'en fais partie. Hein. Là, vous avez un tableau de bord de 504. D'accord? Donc, vous prenez le conducteur moyen de la 504. Mon père était intelligent, hein, il conduisait la 504. Okay? Maintenant, j'imagine mon père et qui débarque au volant de ça. La complexité, elle est énorme aujourd'hui. Et la complexité, on la voit non seulement dans la vie courante, mais aussi dans le pilotage de l'activité. Dans les années 50, un dirigeant d'entreprise pilotait son activité avec entre 5 et 7 indicateurs. Aujourd'hui, une activité est pilotée avec entre 45 et 50 indicateurs, dont une quinzaine sont antagonistes. C'est-à-dire que si vous faites monter l'un, vous faites mécaniquement baisser l'autre. Donc la complexité, elle est là. Je vous ai mis quelque chose qui a trait à votre métier, c'est l'écosystème autour de tout ce qui est big data. Il faut quand même retrouver son chemin au milieu de tout ça. Hein. Donc la complexité, elle est considérable. L'ambiguïté est là aussi. Je vous rappelle ce que c'est que l'ambiguïté. En un mot, je suis mon maître. Ça peut vouloir dire 2 choses. Je suis le gars qui dirige et je fais ce que je veux de ma vie, ou par contre, je suis mon maître. Okay ? Donc l'ambiguïté, c'est quoi? On a le roi de l'ambiguïté à la tête de la première puissance économique mondiale. Il reste la première puissance économique mondiale. On a lui, et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous citer Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche. Et le porte-parole de la Maison-Blanche, il dit « Nous ne vous mentirons jamais, mais nous pouvons ne pas être d'accord avec les faits. » Tu peux la refaire, Sean? Il y a des gars qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec des faits. C'était grave, hein? Et ça, c'est le porte-parole de la première puissance. Alors après, quand vous avez des jeunes qui ont 16, 18 ans, qui sont à l'université, voire même des managers d'entreprise, quand ils entendent ces gens qui sont censés être des modèles, qui sont censés représenter le summum, leur raconter des trucs comme ça, comment voulez-vous que dans leur attitude au quotidien, ils ne fassent pas preuve, eux aussi, d'ambiguïté? Autre élément ambigu, Facebook. Facebook, c'est extraordinaire. Si on demande à n'importe qui dans la salle qu'est-ce que c'est que Facebook, tout le monde va dire c'est un réseau social. Oui, mais peut-être pas que. Réseau social voudrait dire qu'on communique avec des gens qu'on a autour de nous et qu'on partage des informations. C'est avéré que Facebook était aussi un média de masse considérable, utilisé par les hommes politiques, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France, pour influencer des décisions électorales. Et à ce titre, on ne peut plus dire que Facebook est un réseau social. Facebook a une sorte d'ambiguïté dans son rôle et dans son positionnement. Pour le fun, je vous l'accorde, c'est pas de très bon goût, mais j'ai pas pu résister. Je vous mets 2 logos d'entreprises qui sont particulièrement ambigus. Le premier, Kudawara, qui est une entreprise de matériel médical japonais. Si vous faites attention à la première lettre, vous comprendrez. Et le deuxième, c'est A-Style, qui aussi peut prêter à confusion et qui est une marque de vêtements. Donc il y a des designers, on se demande ce qu'ils ont dans la tête. Donc l'ambiguïté, elle est là.
Plus sérieusement, à HEC, on a fait une étude et on a demandé à des managers, à des cadres, de quoi serait constitué leur futur. Et ils nous ont dit, en majorité, en 2010, ils nous ont dit « Mon futur, c'est la continuité. Je suis sur des rails et c'est comme ça que ça va se dérouler, à 73%. » Il y avait quelques-uns qui disaient « Ça va être un cycle, ça devait être les contrôleurs de gestion, ça. » C'est hop, le budget, les résultats, le budget, les résultats. Et puis, il y avait 12% qui se disaient « Mon futur, c'est de la nouveauté. » On a fait la même enquête en 2015. Vous voyez le changement? Le futur représente maintenant l'incertitude, la nouveauté, l'incertitude représente la majorité des opinions. Donc on a eu vraiment un grand changement dans cette perception du futur. En fait, il y en a deux changements. Le premier, et vous pourrez me dire après si vous êtes d'accord ou pas avec moi, le premier, le voilà. On prend 1900, 1970, 70, 2000, 2000, 2010, 2010, 2015, c'est le rythme des changements. 1900 à 1970, on était sur des rythmes de changement extrêmement lents. Et plus on avance, plus le rythme des changements s'est accéléré. Donc là, on a vraiment quelque chose de nouveau. C'est un nouveau paramètre dans l'évolution de notre business. Deuxième grand changement, la technologie n'est plus une limite. Alan l'a dit d'une certaine façon. Aujourd'hui, il disait « IT is irrelevant ». Je le dis d'une autre façon, la technologie n'est plus une limite. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières, on peut tout faire. Alors, on ne peut pas encore dématérialiser pour faire genre Capitaine Kirk, téléportez-moi, mais on est capable d'à peu près faire tout lorsque vous regardez des vidéos de ces robots intelligents, de ces robots guerriers. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de ce mini-drone qui contient une charge de plastique et qui, grâce à l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, est capable, dans une assemblée telle que celle-là, d'aller shooter quelqu'un en plein milieu du front. Vous n'avez pas vu ça? Il faut que vous la regardiez sur Internet. Flippant, hein. Très, très, très flippant. Donc la technologie n'est plus une limite. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps rapide pour vous rappeler un peu the good old days. Mais j'aime bien, moi, me retourner un petit peu parce qu'on apprend de ce qui s'est passé dans l'histoire et ça permet de se projeter plus facilement dans le futur. Petit 1, 1985, l'IT, c'était la tour d'ivoire. Les mainframes IBM et puis des architectures voilà, très centralisées. 1985, le CTO ou le CIO était réellement dans une tour d'ivoire, personne ne comprenait rien à ce qu'il faisait, c'était les rois du monde. 1995, la démocratie contrôlée. On voit arriver les micro-ordinateurs, les portables, et puis les chouettes messages d'erreur. Dans celui-là, il est trafiqué un peu, hein. Mais les messages d'erreur. Mais c'était une démocratie qui restait quand même, la démocratie de l'IT, relativement contrôlée. Vous me dites si je me trompe, hein, pour ceux qui ont vécu 95, c'était un peu ça. Les utilisateurs, on les tenait quand même, encore. D'un seul coup, 2005, l'expansion, la globalisation. On voit au milieu la toile, et puis on voit arriver des nouveaux acteurs comme Salesforce, Facebook, YouTube, Amazon. Oh, je trouve encore le moyen de les mettre dans ma présentation. Amazon Web Services, le BlackBerry. Il n'y en a plus qui ont un BlackBerry ici. Il y a 5 ans, vous auriez tous eu un BlackBerry. Mais là, il n'y en a plus un, je crois, qui doit l'avoir. Donc ça, c'était 2005. Et 2015, la grande nouveauté, c'est quoi? C'est l'utilisateur est roi. Et le voilà, notre utilisateur roi. Là, je me suis fait un petit plaisir parce que, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, j'ai aussi eu des utilisateurs dans des grandes entreprises. Et il y avait des moments, je les voyais vraiment comme ça, les gars. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas un jour où vous n'êtes pas dit que les utilisateurs de votre boîte, ils avaient vraiment cette tête-là. Parce que je ne le croirais pas. Donc l'utilisateur est réellement roi et il maîtrise tout grâce globalement au monde Internet. Le CTO, donc jusqu'à très récemment, était au sommet de la chaîne alimentaire de la technologie à l'intérieur des entreprises. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer, ça a déjà commencé, c'est en train de s'accélérer. Qu'est-ce qui change? D'abord un nouvel environnement. Le CTO qui jusqu'à présent contrôlait beaucoup de choses, aujourd'hui se voit challengé, parfois dépassé, parfois bypassé par tout un tas d'acteurs qui vont prendre contact directement avec des utilisateurs, qui vont prendre contact directement avec les métiers et qui sont à même de s'affranchir, puisque the technology is irrelevant, qui sont à même de s'affranchir de ce
qui faisait la valeur, il y a encore quelques années, de tout ce que vous apportiez à l'intérieur de l'entreprise du fait de la complexité. Aujourd'hui, les discours des fournisseurs, c'est souvent des discours de simplicité. Vous pouvez venir avec nous, il vous suffit d'une carte de crédit pour ouvrir un compte Salesforce. J'ai fait le test à HEC. En 2 mois et demi, on a développé une application mobile de micro-learning avec une start-up sans impliquer la DSI en mode SaaS. Il n'y avait pas un informaticien avec moi. Donc ça marche, hein. On arrive à le faire. Vous pouvez la télécharger, elle s'appelle Fast HEC. Vous verrez qu'elle existe sur l'App Store et sur Google Store. Et on a fait ça en 2 mois et demi. Donc c'est des choses qui arrivent. Et puis il y a des nouveaux arrivants aussi dans votre écosystème. Vous avez un nouvel arrivant qui s'appelle le CDO, souvent à l'intérieur des entreprises. Et ce CDO, lui aussi, il établit des relations un petit peu partout. Donc il y a une sorte de remodelage d'une structure qui était très pyramidale, qui était très claire, très lisible, dans une structure qui est beaucoup plus en réseau, beaucoup plus complexe, avec l'émergence de nouveaux arrivants à l'intérieur de l'organisation IT de l'entreprise. Quel est l'enjeu pour vous? C'est où est-ce que je me situe entre le business, les achats, qui ont quand même pris une partie, je ne sais pas s'il y a des acheteurs dans la salle, mais enfin la direction des achats ont quand même bouffé une bonne partie du business qui était sous la responsabilité de la technologie. Vous avez les fournisseurs et vous avez le CDO. Et au milieu de tout ça, le CTO, il fait quoi? Je me positionne comment? Quel est mon rôle? Alors moi, je vous propose quelque chose. D'abord, j'ai inventé un mot, et le mot, c'est le Next CTO. Next étant la contraction de New et Next. Le New et Next CTO, il doit être à la convergence de l'activité, de la technologie, des fournisseurs, mais aussi de ce que veulent vos dirigeants et vos exécutives, les utilisateurs, lambda, des problèmes de globalisation et de régulation. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation. Moi, j'étais impressionné par le nombre de règlements qu'il faut faire pour la gestion des données nominatives. Et puis du talent management. C'est important parce que là où avant on n'avait pas trop de mal à recruter, aujourd'hui ça va devenir réellement le nerf de la guerre. Je vais vous citer un chiffre. En 2030, il y aura un déficit dans les pays dits industrialisés de 96 millions de cerveaux. Donc ça veut dire que savoir gérer de ses talents, c'est aussi savoir assurer une position et continuer à être en mesure de développer son activité au sein de l'entreprise. Donc le Next CTO doit être au milieu de tout ça. Les nouveaux défis, je vais passer rapidement. On passe d'une sorte de trilogie, et vous pourrez me dire si j'ai bon ou si j'ai faux, mais pendant des années, on a raisonné en termes de technologie, de coûts et de services. Grosso modo, hein, on avait des KPI ou on avait des SLA. Ça fait longtemps que je n'avais pas prononcé ce mot-là. On avait des SLA pour mesurer tout ça. Aujourd'hui, vous avez tout un ensemble qui parle d'agilité, de vitesse, qui parle aussi d'éléments financiers, de NPV ou VAN en français, la Net Present Value. Vous avez de la communication, vous avez la gestion des talents, vous avez l'innovation qui doit être au cœur de vos pensées. Vous avez la capacité à faire du pull drop, c'est-à-dire à aller rapidement sur une techno, éventuellement à en sortir pour développer un nouveau service qui a un impact sur le business de votre entreprise, mais aussi, et c'est le paradoxe, gérer la continuité des systèmes existants, parce que ce n'est pas demain qu'on va pouvoir mettre à la porte SAP, ou ce n'est pas demain qu'on va pouvoir remplacer les systèmes d'email existants. On sait que ces migrations sont très complexes. Donc les niveaux de défis sont là. Le Next CTO, il doit donc devenir, et c'est là le cœur de mon message, un Business Innovation Leader. C'est-à-dire que la technologie, oui, mais pour faire quoi? Il y a si ça vous intéresse, allez essayer de lire quelques articles d'un professeur d'Harvard. Je ne fais même pas la publicité d'HEC, mais d'un professeur d'Harvard qui s'appelle Clayton Christensen et qui se pose la question du job to be done, qui interroge en fait les clients de façon très très simple. Qu'est-ce qu'on doit leur proposer? Que doit-on leur proposer? Et interrogez-vous, si vous prenez à bras-le-corps cette mission de Business Innovation Leader, interrogez-vous vis-à-vis de la stratégie de votre entreprise, vis-à-vis du business, de la finance, du marketing, des ventes, que pouvez-vous leur apporter? Comment est-ce que vous pouvez créer de la valeur conjointement avec eux? Parlez pas de technologie, envisagez le business. Est-ce que vous connaissez les clients de votre entreprise? Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Est-ce que vous connaissez les fournisseurs de votre entreprise? Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Je ne parle pas des fournisseurs IT, je parle des fournisseurs de la chaîne de valeur de votre entreprise. Donc voilà, ce concept de Business Innovation Leader me paraît fondamental. Pour pouvoir changer,
et je vais quasiment en terminer là parce que moi, je mets un point d'honneur à respecter exactement le timing, les 3 cercles du changement. Petit 1, rien ne se fera si ça ne part pas de vous. Et vous avez cette mission-là. Donc, le premier cercle, c'est vous. Ensuite, vous irriguez à l'intérieur de vos équipes et in fine, vous plus vos équipes, vous êtes capables de transformer l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises que je rencontre, parce que nous les formons à l'innovation, nous les formons à la créativité, ce sont des sujets récurrents dans tous les séminaires que nous construisons pour ces entreprises. Et à chaque fois, je perçois et je sens qu'il manque cette dimension-là dans les comités de créativité, dans les comités d'innovation, dans tout ce qui peut être intrapreneurship à l'intérieur de ces entreprises. Les business models évoluent, Alain l'a dit, je suis assez d'accord avec lui, les business models évoluent et vous avez une place majeure à jouer là-dedans. Vous avez une place majeure, notamment parce que je considère, on pourra en parler, que vous avez un devoir d'enchantement vis-à-vis de tous ces stakeholders dont je vous ai parlé. Il faut les faire rêver, ces gens-là. Et la technologie ne les fait plus rêver. En revanche, contribuer à l'évolution du business model, à faire en sorte que l'entreprise va être mieux armée, plus agile, plus efficace, c'est là que vous avez fondamentalement un rôle à jouer. Votre position, elle est unique. Je considère, peut-être que vous me direz le contraire tout à l'heure, qu'elle est menacée, mais vous avez les moyens, clairement, de reprendre votre destinée en main, de prendre le lead sur ce processus-là. Ça implique de prendre des risques. Je considère personnellement que le plus grand des risques serait justement de ne pas initier ce changement-là. Et puis comme à chaque fois on termine par une jolie présentation, par une citation bullshit, j'en ai profité, j'ai pris... Non mais Gandhi, il a terminé par une citation de Gandhi. Donc voilà, je termine par une citation de Gandhi, mais celle-là, honnêtement, je l'aime bien. Be the change you want to see in the world. Je vous remercie.